Au cœur des Alpes suisses, sous des millions de tonnes de roches, des ingénieurs construisent un chef-d'œuvre technologique. Le tunnel du Saint-Gothard. Couvrant la distance incroyable de 57 km, il est le plus long tunnel du monde. Il incarne l'apogée de la construction tunnelière. Le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard doit son existence à 6 autres tunnels historiques. Chacun d'entre eux a engendré une innovation technique capitale, ayant permis aux ingénieurs de creuser des tunnels toujours plus longs. Du plus court au plus long, nous allons découvrir l'incroyable histoire de ces prouesses technologiques extraordinaires et des inventions qui nous permettent de voyager toujours plus loin sous terre. 6 découvertes de génie qui, mètre après mètre, nous mènent au plus long tunnel du monde. Tous les jours, 2000 ouvriers descendent dans les ténèbres souterraines des Alpes suisses. Faisant fi de la peur innée des humains pour les profondeurs, ils bravent la chaleur et la poussière pour achever un chantier titanesque. Leur mission, construire le tunnel qui résoudra l'un des plus importants problèmes de circulation en Europe centrale. 4 routes seulement traversent les Alpes de part en part, toutes très surchargées. Mais la Suisse est sur le point de les désengorger. Elle va directement relier Zurich, la plus grande ville suisse, à Milan, dans le nord de l'Italie. Dès 2017, des trains à grande vitesse permettront d'effectuer le parcours de 200 km plus rapidement qu'un avion. Mais pour cela, les Suisses doivent surmonter un obstacle gigantesque. Ils doivent traverser le massif du Saint-Gothard, qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. Les Suisses sont les plus à même de réussir cet exploit. Ils ont fait du percement de tunnels un art. Ces 13 dernières années, hommes et machines travaillent sans relâche à la construction de leur chef-d'œuvre, le tunnel du Saint-Gothard. Pour comprendre comment l'on peut creuser un tunnel aussi long que celui du Saint-Gothard, on doit remonter le temps. Au XIXe siècle, des ingénieurs londoniens veulent percer le premier tunnel sous-marin sous la Tamise. Il leur faut empêcher que le poids du fleuve ne l'écrase. Les difficultés de circulation ne sont pas nouvelles à Londres. Aussi importantes qu'elles paraissent aujourd'hui, elles l'étaient bien plus encore il y a 200 ans. Au début du 19e siècle, on a ici le port le plus actif du monde. La Grande-Bretagne est une puissance impériale dominante et la grande majorité des échanges commerciaux transitent par le port de Londres. D'énormes bateaux remontant le fleuve viennent s'agglutiner aux berges sur 20 mètres de large. Le port est si engorgé que le transfert des marchandises d'une rive à l'autre peut prendre plus de temps que leur transport jusqu'en Écosse. Les ponts londoniens très encombrés en sont la cause, et la construction de nouveaux ponts s'avère problématique.
Les ponts ont un sérieux inconvénient. Des bateaux dotés de très grands mâts doivent accéder au port et passer sous les ponts. Ces derniers doivent donc être très élevés, ce qui impose de longues rampes d'accès sur chaque rive. Le pont n'est donc pas la solution. C'est alors qu'un ingénieur français, Marc Brunel, a une idée. Un tunnel sous la Tamise. Mais Brunel sait que le percement d'un tel tunnel présente de multiples dangers. Le sol sous la Tamise est extrêmement instable. On a ici une reproduction de la Tamise dans un aquarium et on constate qu'elle est, comme l'original, plutôt boueuse. Au fond du fleuve, on a des alluvions sous forme de sable et de gravier. En dessous, on a une couche d'argile qui est précisément le type de terrain dans lequel on souhaite creuser le tunnel. Le défi pour un tunnelier consiste donc à rester dans les limites de cette veine favorable au percement. Si on en sort, les ennuis pleuvent. On va donc enfoncer notre tunnel miniature. Je vais tenter de rester dans la veine blanche qui représente notre argile. Oh, l'eau s'infiltre en haut à l'endroit où je suis sorti de la veine. Et voilà, la Tamise s'invite dans notre tunnel. Mais Marc Brunel croit tenir la solution. Il la découvre dans un endroit inattendu. Marc Brunel travaille dans l'arsenal de Chatham, entouré de bois. Les navires sont construits en bois et il remarque ces petits mollusques, les tarets, qui se feraient un chemin en creusant le bois. Il est frappé par leur manière de procéder et par la raison pour laquelle les galeries ne s'effondrent pas sur eux. Le taret est un mollusque qui porte sa coque sur la tête. La coque est garnie d'arêtes en dents de scie qui peuvent venir à bout des bois les plus durs sous l'impulsion du taret. Mais le bois qui prend l'eau gonfle avec le temps, ce qui pourrait rétrécir la galerie et écraser l'animal. Le taret a donc une astuce pour empêcher cela. Il sécrète une substance visqueuse qui durcit et procure une carapace protectrice à son corps d'invertébré. Tandis que le taret progresse, cette cuirasse froncée empêche l'effondrement de sa galerie. Brunel est un inventeur type. Il découvre le remède à un problème analogue au sien et réalise que s'il arrive à reproduire les éléments clés, il peut appliquer cette solution. Ici, il s'aperçoit que le taret résout le problème auquel lui-même est confronté. Le mollusque perce un tunnel dans une matière qui a une propension à s'écraser sur elle-même. Marc Brunel construit une machine reproduisant la technique du taret à grande échelle. Il la nomme le bouclier de tunnelier. La machine est constituée de 36 compartiments de fonte dotés d'un blindage. Des planches de bois la protègent de la paroi instable. On retire une planche à la fois pour creuser 10 cm de boue. Quand on a ôté une couche complète de boue, on fait avancer la machine à l'aide de vérins, ce qui dégage alors un interstice de boue non étayé. Tout comme le taret, Brunel fortifie le passage avant qu'il ne s'effondre. Il crée à l'aide de briques et de ciment renforcés un solide double tunnel. Grâce à cette machine, on peut creuser un tunnel sous la Tamise. Le tunnel sous la Tamise de Brunel existe toujours, mais il n'a gardé aucune trace des atrocités endurées par les ouvriers qui l'ont bâti. Nous sommes ici sous le puits de Rotherhithe, par lequel les hommes descendaient de Rotherhithe tous les jours avant de grimper sur les échelles du bouclier avec leurs pioches et leurs pelles. J'imagine qu'au début, tout se passait relativement bien et qu'ils s'habituaient à l'usage de cette machine. Ici, le sol ne pose pas de gros problèmes, mais plus on se rapproche du centre, plus l'affaire se corse, surtout quand on arrive sous le fleuve.
Le bouclier de Brunel empêche l'effondrement du tunnel, mais il n'offre aucune protection contre les boues d'immondices accumulées sous la Tamise, qui est à l'époque un égout à ciel ouvert. On ne pouvait y travailler que 2 heures d'affilée à cause du méthane libéré par les boues en décomposition au fond de la Tamise. Certains perdaient connaissance. On les transportait plus loin dans le tunnel, on les giflait un peu pour les ranimer et ils revenaient prendre leur travail. C'était atroce. Ce qu'ils creusaient était si horrible que leurs ongles en pourrissaient. Il ne faut aujourd'hui que 45 secondes pour traverser le tunnel qui a exigé 12 années de dur labeur à l'équipe de Brunel. Et c'eût été impossible sans son mollusque mécanique. L'idée de Brunel était si brillante qu'on applique encore son principe dans la construction du tunnel du Saint-Gothard. L'équipe qui creuse la galerie était, elle aussi, immédiatement les parois. Mais au lieu d'utiliser des briques, elle y pulvérise un béton spécifique qui durcit extrêmement vite, le béton projeté. Le béton projeté forme un tube rigide autour de la galerie du tunnel qui l'empêche de s'effondrer sur les ouvriers. C'est la toute dernière incarnation du taré mécanique de Brunel. Mais parfois, l'équipe traverse un sol si instable que le béton projeté ne suffit pas. On creuse le tunnel dans des conditions géologiques très mauvaises. On voit ici la qualité de la roche. C'est une roche très friable, une roche à éboulis. La roche friable et ébouleuse peut facilement s'effondrer. Les ingénieurs doivent donc la renforcer avec des arches métalliques. Mais pour résister aux forces exercées par la montagne, ces arches sont très spéciales. Si les ingénieurs utilisaient des arches à base de longues poutrelles d'acier, la pression souterraine de la montagne pourrait avoir raison d'elle. On utilise donc des arches constituées de plusieurs segments courts, se chevauchant les uns les autres. On les lie à l'aide de puissants étriers qui leur permettent de glisser les uns sur les autres. Sous la pression de la montagne, la friction entre les segments des arches augmente jusqu'à ce qu'ils se bloquent mutuellement. Une fois la galerie sécurisée, on consolide les arches avec du béton projeté. Les ingénieurs du Saint-Gothard ont retenu la leçon. Pour empêcher l'effondrement de leur tunnel, mieux vaut ne pas lutter contre la montagne, mais l'utiliser. En 1825, le bouclier de Brunel a révolutionné le percement des tunnels. Mais son excavation s'effectuait encore à la main et s'avérait affreusement lente. Pour progresser et permettre l'essor des tunnels, les ingénieurs devaient surmonter ce problème. Pour percer le tunnel de Box, beaucoup plus long avec ses 3 km dans un calcaire dur, ils ont dû découvrir comment creuser plus rapidement. En 1833, le port de Bristol décide de construire une ligne de chemin de fer jusqu'à Londres pour accroître les échanges. Et pour en diriger les travaux, on choisit le fils de Marc Brunel, Isambard. L'homme est d'une telle ambition qu'il défie les lois de l'entendement. Il n'a même pas 30 ans et il s'attaque à la plus grande ligne ferroviaire du pays. Ce n'est pas rien. Il a entre 25 et 30 ans et il va construire la ligne la plus rapide et la plus confortable jamais vue. Brunel dessine un tracé de 200 km sur l'étendue la plus plate entre Londres et Bristol. Mais non loin de son extrémité, il rencontre un énorme obstacle, le mont Box. Si Brunel pose sa voie dessus, l'inclinaison de sa pente est telle que le train ne pourra pas la gravir.
S'il contourne le relief, le détour sera trop long. Brunel opte donc pour une troisième solution. Son train passera sous le mont, dans un tunnel. Le mont Box est fait de calcaire bien trop dur pour être creusé avec des pioches et des pelles. Pour accélérer les travaux, Brunel décide donc d'emprunter une technique propre à l'armée. Il mène sa guerre contre la montagne à coups de poudre à canon. Sidney Holford, ingénieur en explosifs, nous explique les effets dévastateurs d'une petite quantité de poudre à canon sur le calcaire. J'ai ici 17 centilitres de poudre. C'est un produit très puissant que Brunel a énormément utilisé dans ses travaux. On ne doit surtout pas utiliser un outil en métal pour tasser les grains dans le trou, car la moindre étincelle mettrait le feu aux poudres. À présent, je vais éloigner le reste de mes explosifs et je vais déverser du gravier dans le trou sur la poudre. Il contribuera à comprimer le gaz généré par l'explosion et augmentera autant que possible sa pression sur la roche. C'est la pression qui fait tout le travail. La poudre devient l'arme de prédilection de Brunel. Pour gagner du temps, il entreprend de creuser le tunnel à l'explosif depuis ses deux extrémités. Et pour accélérer encore l'excavation, il fait percer 8 puits verticaux le long du tracé du tunnel. Ces puits génèrent 16 fronts de taille supplémentaire sous le mont Box. Un plus grand nombre d'ouvriers peuvent donc travailler de concert. Mais une explosion engendre des effets secondaires néfastes. Quand elle explose, la poudre à canon dégage de nombreux gaz. De la vapeur, de l'hydrogène sulfuré, du dioxyde de soufre et du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est très toxique. Et lorsque plusieurs explosions comme celle-ci surviennent dans un espace confiné et qu'on en respire trop pendant trop longtemps, on peut perdre connaissance et mourir. Brunel utilise une tonne de poudre à canon par semaine, ce qui fait du tunnel un lieu de travail très dangereux. Quand on inaugure le tunnel de Box, il devient le plus long tunnel ferroviaire du monde. Mais plus de 100 hommes ont payé de leur vie sa construction. De nos jours, au tunnel du Saint-Gothard, les explosifs utilisés sont plus puissants et plus sûrs que la poudre à canon. Mais les principes du minage n'ont pas changé depuis l'époque de Brunel. L'équipe doit placer ses charges explosives avec une grande précision afin de conserver un tunnel à la bonne taille. Le travail aux explosifs est réellement un art. La roche n'est pas un matériau uniforme. Elle est parcourue de diverses lignes de fracture. Quand on cherche à percer un trou d'une taille plus ou moins précise, si on place mal les charges, on peut provoquer la chute de grands pans rocheux, ce qui n'est pas souhaitable car il faut alors regarnir la paroi. Ou, si on a sous-estimé la charge, on doit recommencer l'opération. Donc, connaître les effets d'une charge explosive, c'est un art. Les équipes du tunnel du Saint-Gothard maîtrisent cet art et ils possèdent une extraordinaire machine pour percer les trous destinés aux charges, le jumbo. Il
possède 3 bras de forage à guidage laser, contrôlés par ordinateur et programmés aux coordonnées et aux dimensions exactes du tunnel. Ils peuvent percer un trou de 4 mètres de profondeur en 2 minutes avec une précision de quelques centimètres. Le Jumbo positionne les orifices selon un motif parfait qui garantit aux artificiers une implantation optimale de leur charge. En 1841, le tunnel de Box démontre que l'explosif peut accélérer la construction d'un tunnel et qu'il est aussi mortel. Pour percer un tunnel de près de 4 km sous le fleuve Mersey sans faire exploser leurs ouvriers, les tunneliers doivent recourir à la puissance mécanique. À la fin du 19e siècle, Liverpool est l'une des villes les plus actives de Grande-Bretagne. Mais nombre de ses travailleurs ont peine à s'y rendre. Ils doivent pour cela traverser l'estuaire de la Mersey en ferry. Rien qu'en 1877, 26 millions de passagers empruntent le bateau reliant péniblement Birkenhead à Liverpool. Il leur faut un moyen plus rapide de traverser la Mersey. En 1879, l'ingénieur Francis Fox et une équipe de 700 hommes commencent donc à creuser un tunnel sous l'estuaire à coups d'explosifs. Ils tentent de creuser un énorme trou à l'explosif sous une très fine couche rocheuse de quelques centimètres seulement, juste sous l'estuaire de la Mersey. Les hommes sont donc un peu inquiets et Francis Fox, qui est l'ingénieur en chef du chantier, descend chaque nuit vers la fin du service pour vérifier que tout se passe bien et que les hommes ne sont pas trop nerveux. On dit qu'un jour il remonte et affirme qu'il travaille dans une angoisse permanente. Les hommes de Francis Fox estiment que le travail à l'explosif sous la Mersey les mène directement à la catastrophe. La roche située sous l'estuaire regorge de failles. Ils craignent que les ondes de choc des explosions ne dilatent ces failles et précipitent les eaux de la Mersey sur leur tête. Francis Fox doit conserver une rapide progression du chantier tout en sauvegardant la vie de ses hommes. Il leur présente donc une machine capable de creuser des tunnels. L'avant de la machine est équipé d'un gigantesque bras pivotant, armé de dents en acier acérées. Les dents lacèrent la roche et la broient en petits morceaux. Tandis que la machine progresse, les rebuts tombent sur un tapis roulant, puis sont évacués du tunnel dans des wagonnets. Pour avancer, des vérins hydrauliques soulèvent la partie supérieure de la machine au-dessus du sol. Le châssis glisse alors vers l'avant et le cycle peut reprendre. La foreuse mécanique fait merveille dans le tunnel de la Mersey. Elle creuse jusqu'à 60 mètres par semaine. Le 1er février 1886, le tunnel de la Mersey est ouvert au public et 36 000 personnes l'empruntent. Avant sa mise en service, les bâtisseurs du tunnel du Saint-Gothard vont devoir extraire plus de 20 millions de tonnes de roches. Pour cette tâche herculéenne, on a quelque peu amélioré le tunnelier. Sa longueur équivaut à 4 terrains de football et sa tête de forage mesure près de 10 mètres de diamètre. Ce monstre de métal peut broyer 40 mètres d'épaisseur de roche par jour. Les lames qui garnissent sa tête écharpent la roche du front de taille. Des glissières situées à l'arrière du disque guident les déblais vers un tapis roulant afin d'être recyclés.
Juste derrière la tête, des bras mécaniques installent des grilles de protection en acier sur les parois du tunnel. Un robot recouvre ensuite ces grilles de béton projeté pour les sceller. Des pieds hydrauliques permettent à la machine d'avancer avec régularité. Puis les ouvriers coulent une chape de béton afin d'y poser la voie ferrée. Au bout de cette véritable chaîne de fabrication, le tunnel prend sa forme définitive. Lorsqu'il s'agit de creuser l'une des roches les plus dures de la planète, ce tunnelier est le plus perfectionné. On a atteint une veine de granit qui est la roche la plus dure et la plus abrasive au monde. On creuse environ 20 à 25 mètres par jour dans ce type de roche et on en extrait 3 à 5 000 tonnes. Cette roche est si dure qu'on doit remplacer les lames usées de la machine quotidiennement. C'est une véritable guerre d'usure qui se joue là. Mais au Saint-Gothard, le tunnelier est sur le chemin de la victoire. En 1886, le tunnelier utilisé pour percer le tunnel de la Mersey rend ce travail plus rapide et plus sûr. Mais en s'allongeant, les tunnels génèrent un autre problème. Pour creuser les 19 km du tunnel du Simplon sous les Alpes suisses, les ingénieurs doivent trouver un moyen d'amener de l'air frais au cœur de la montagne afin d'empêcher que les ouvriers n'étouffent. Le 19e siècle est un âge ferroviaire. Des trains emblématiques comme l'Orient Express transportent les passagers de Paris à Istanbul en moins de 3 jours. Les voyages internationaux font fureur. Mais les liaisons rapides entre l'Europe du Nord et les destinations touristiques populaires de l'Italie font défaut. Un gigantesque obstacle se dresse sur leur chemin, les Alpes. Les trains doivent emprunter des voies sinueuses et escarpées pour franchir ces montagnes. Pour éviter ces ascensions, les Suisses décident de percer un passage à l'un des endroits les plus larges du pied de la montagne. Il leur faut construire le tunnel le plus long du monde, le tunnel du Simplon. On confie cette mission titanesque à un ingénieur de Hambourg. Alfred Brandt ne connaît que trop bien les horreurs de ses travaux sous les Alpes. Jeune homme, il a été témoin de la mort de près de 200 hommes dans la construction d'un tunnel. Il découvre que l'un des pires dangers sous les Alpes est le manque d'air. Il imagine une solution simple mais efficace à ce problème de ventilation. Au lieu d'un seul grand tunnel, Brandt construit 2 tunnels plus petits. Il installe de puissants ventilateurs à une entrée et, 200 mètres à l'intérieur de la montagne, il relie les 2 tunnels par un passage commun. À présent, un fort courant d'air frais pénètre dans un tunnel et évacue les gaz toxiques à travers l'autre. Il bâtit un nouveau passage reliant les tunnels entre eux tous les 200 mètres. À mesure qu'ils s'enfoncent sous la montagne, les hommes scellent ces passages derrière eux afin de diriger l'air frais vers le front de taille. Les hommes de Brandt peuvent respirer plus facilement. Son système de double tunnel sauve de nombreuses vies. En 1905, on achève le tunnel du Simplon. C'est le tunnel ferroviaire le plus long du monde et il permet de gagner une demi-journée sur le voyage pour Venise.
L'idée d'Alfred Brandt est si efficace que les ingénieurs du tunnel du Saint-Gothard l'utilisent encore aujourd'hui. Leur tunnel possède aussi 2 boyaux reliés par des passages de communication qui guident l'air frais vers le front de taille. Mais ces ingénieurs doivent résoudre un autre problème. Les ouvriers, comme dans un four, effectuent le trajet de 2 heures qui les mène à leur lieu de travail. Il fait de plus en plus chaud là-dessous, c'est un des problèmes. Réguler la température pour les ouvriers est une des priorités du chantier du Saint-Gothard. La chaleur émanant des profondeurs de la Terre irradie le tunnel. L'énorme masse de roches le surplombant emprisonne cette chaleur à l'intérieur de la montagne et fait grimper la température jusqu'à 45 degrés Celsius. Les ingénieurs ont installé 30 réfrigérateurs gigantesques produisant de l'air froid pour rafraîchir les ouvriers. Mais les pompes qui alimentent les refroidisseurs chauffent à leur tour et annulent l'effet de climatisation. Les Suisses emploient donc une ressource naturelle pour remédier à ce problème. On utilise de l'eau, beaucoup d'eau. On fait circuler 1000 mètres cubes d'eau fraîche dans le tunnel jusqu'à des climatiseurs avant de la renvoyer à l'extérieur pour la rafraîchir à nouveau. Près de la moitié de l'énergie dépensée sur ce chantier est dévolue à sa seule climatisation. Les ingénieurs suisses ont construit un gigantesque réseau de tuyaux de refroidissement qui atteint les moindres recoins du souterrain. Ces tuyaux apportent l'eau à des climatiseurs où elle est injectée. L'eau absorbe l'excès de chaleur et l'évacue à l'extérieur. C'est le plus grand climatiseur du monde. Et sans lui, on ne pourrait pas construire le tunnel du Saint-Gothard. En 1905, l'astucieux système de ventilation du tunnel du Simplon permet aux mineurs de respirer sans peine et de creuser plus profond. Mais les tunnels s'allongeant encore, un nouveau problème émerge. Pour construire les 50 km du tunnel sous la Manche, les ingénieurs anglais et français doivent atteindre un niveau de précision exceptionnel afin de se rejoindre en son centre. Ce que tout autre a toujours fasciné les tunneliers. Les 34 km de mer séparant la Grande-Bretagne du continent, la Manche. Depuis la révolution industrielle, les ingénieurs rêvent de relier la France et la Grande-Bretagne grâce à un gigantesque tunnel sous-marin. En 1987, le rêve devient réalité. On lance le chantier du tunnel sous la Manche. Il mesurera 50 km de long et s'enfoncera 120 mètres sous les fonds marins. C'est le défi technologique du siècle. Pour le construire, les tunneliers doivent déceler les conditions géologiques parfaites. On a ici 3 types de sols différents et on va tenter d'y creuser notre tunnel. J'ai ici ma foreuse de tunnel et je vais commencer par le sol du centre. C'est du sable. Et si j'y enfonce ma foreuse, je constate rapidement qu'il est facile à creuser. Mais si on l'examine de plus près, on constate qu'il s'effrite et c'est le principal problème des sols friables. Ils sont faciles à creuser, mais ils vous tombent sur la tête. On va essayer le deuxième, c'est comme du granit. C'est un matériau bien plus dur. Je n'ai tenté de le percer que quelques secondes, mais j'ai déjà mal au bras. Creuser un tunnel dans ce genre de sol est très difficile et exige beaucoup de travail. Bien sûr, il permet de percer un joli trou qui ne s'effondrera pas, mais il est très pénible à creuser et ce n'est pas le préféré des tunneliers. Voyons ce troisième type de sol.
Ma foreuse y pénètre très facilement et pourtant l'orifice ne s'effondre pas sur lui-même. C'est le genre de matériau qu'adorent les tunneliers. Il ressemble à la marne crayeuse qu'on trouve sous la Manche. La marne crayeuse est un type de roche calcaire solide, malléable et en plus imperméable. Par bonheur, les géologues découvrent qu'une couche de ce matériau de rêve s'étend sous toute la largeur de la Manche. Mais ce calcaire offre un nouveau défi aux ingénieurs. La voie la plus simple pour traverser la Manche consiste à creuser depuis ses deux extrémités deux galeries rectilignes se rejoignant au centre. Mais le tracé du tunnel doit rester dans les limites de la couche calcaire qui serpente de haut en bas. La ligne droite est donc impossible. Les ingénieurs doivent constamment en modifier le parcours afin de suivre la couche de calcaire. C'est donc dans la précision du point de rencontre des deux moitiés du tunnel que réside leur défi. Relever un tracé avec précision sur le sol s'avère facile grâce aux références visuelles qu'offre le paysage. Mais sous terre, l'exercice est extrêmement difficile. Quand on creuse un tunnel, on ne peut pas voir où on se dirige et les géomètres ont la lourde tâche de suivre la veine de marne crayeuse. Dans un tunnel de 50 km de long, la moindre erreur peut s'avérer dramatique. Les géomètres ne doivent pas dévier de la veine. Ils demandent donc d'abord à des géologues d'effectuer des forages d'exploration dans les fonds marins de la Manche pour mesurer la profondeur de la couche de calcaire. Puis ils dessinent un tracé le long de son centre. À l'aide de ces coordonnées, ils balisent ce parcours d'un rayon laser qui guide la course du tunnelier. Pour modifier cette course, les géomètres repositionnent le laser et le pointent dans la nouvelle direction. Guidés par ce rayon de lumière, les deux parties du tunnel devraient se rejoindre en son centre. Le tunnelier guidé par laser permet aux ingénieurs du tunnel sous la Manche de coordonner leurs équipes avec une extrême précision. Quand les deux équipes font la jonction le 1er décembre 1990, elles ne sont décalées que de 2 cm. Pour la première fois depuis l'âge glaciaire, la Grande-Bretagne est reliée au continent par le plus long tunnel du monde. Dans le tunnel du Saint-Gothard, la précision est le souci quotidien des ingénieurs. La trajectoire doit contourner des failles géologiques. Et quand on traverse des couches de roches friables, le tunnelier est constamment dévié de sa course. Voici l'homme qui affronte la montagne tous les jours. Carsten Kunzer, le conducteur du tunnelier. D'abord, on a dû installer des arches en acier parce que la montagne s'affaisse. Puis la machine a légèrement dévié. Il a donc fallu la réaligner. Mais les profondeurs du Saint-Gothard recèlent de mauvaises surprises que même les arches d'acier ne peuvent contrer. En juin 2005, le tunnelier rencontre une faille rocheuse cachée et se retrouve emprisonné sous des tonnes de gravats. Pour récupérer leur précieuse machine, les ingénieurs décident d'ouvrir un puits d'accès à coups d'explosifs depuis le tunnel adjacent afin d'attaquer la faille par l'arrière. Mais craignant que le plafond de ce puits ne s'effondre à son tour, ils creusent une autre voie perpendiculaire. De là, ils injectent du béton dans l'amas de gravats rocheux
pour reconstituer un bloc solide qui ne s'effondrera plus. Ensuite, ils peuvent reprendre le minage des débris sans danger et libérer le tunnelier. Une fois la faille dépassée, les ouvriers reprennent le cours de leur progression, prêts à relever le prochain défi. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. On ne sait jamais ce qui va arriver. En 1994, le guidage laser permet aux ingénieurs de construire des tunnels au tracé compliqué, comme le tunnel sous la Manche. On sait maintenant construire des tunnels presque aussi longs que l'on veut. Mais pour parachever cette évolution, les ingénieurs doivent encore résoudre un dernier problème. Plus les tunnels sont longs, plus il s'avère difficile de s'en échapper. C'est pourquoi, en creusant le tunnel du Saint-Gothard sous la montagne, les Suisses doivent aussi s'assurer qu'on peut en évacuer le public. En 2001, le pire cauchemar des constructeurs de tunnels devient réalité à quelques mètres seulement du chantier du Saint-Gothard. Deux camions se percutent dans le tunnel routier du Saint-Gothard et explosent. À l'intérieur, la température monte jusqu'à 1000 degrés Celsius. Des dizaines de voitures s'amalgament en un amas en fusion. L'incendie dure 24 heures et 11 personnes y perdent la vie. Les Suisses sont sous le choc. Ce tunnel routier était considéré comme le plus sûr d'Europe. Aujourd'hui, les constructeurs savent qu'il faut dissiper la crainte naturelle qu'inspirent ces voies souterraines. Ils doivent faire que le plus long tunnel du monde soit aussi le plus sécurisé. Il est inutile d'attendre les équipes de secours dans un tunnel comme celui-ci. Le temps qu'il leur faut pour atteindre le sinistre est bien trop long. Sans aide rapide provenant de l'extérieur en cas de danger, les passagers prisonniers doivent pouvoir être sauvés de l'intérieur. Les ingénieurs du Saint-Gothard relèvent le défi. Ils construisent 2 gares de secours au cœur même de la montagne. Elles sont dotées de 2 quais refuges reliés par un couloir anti-incendie. Si un incendie se déclare à bord d'un train, le conducteur s'arrête à la gare la plus proche. Des portes coupe-feu s'ouvrent pour permettre aux passagers de se réfugier dans le couloir d'évacuation. Les ingénieurs doivent aussi empêcher la fumée de suivre la même voie que les passagers en fuite. La solution se situe 800 mètres au-dessus du tunnel lui-même. De puissants ventilateurs aspirent l'air frais des Alpes et le propulsent dans le couloir d'évacuation. Cet air repousse la fumée dans le tunnel principal, loin des passagers en fuite, qui atteignent le quai situé de l'autre côté, à bonne distance de l'incendie. Le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard est presque achevé. Les hommes n'ont plus que 7 km à creuser. Quand il entrera en service dans quelques années, leur tunnel révolutionnera la manière de traverser l'Europe. Le train promet de faire son grand retour dans les déplacements intra-européens et pourrait donner du fil à retordre à l'avion et aux camions. Mais avant que les premiers passagers puissent emprunter ce tunnel, les ouvriers doivent encore arracher des millions de tonnes de roches à la montagne et apporter encore plus d'ingéniosité à cette merveille technologique. Une fois achevé, le tunnel du Saint-Gothard deviendra le plus grand tunnel du monde. Jusqu'à ce que quelqu'un en construise un plus grand encore.